Namaste, bonjour, je suis Rishabh Prasanna, je joue de la flûte bansuri. Aujourd'hui, je vais jouer avec mon ami Aman Ali Khan au tabla. Aman et moi, nous appartenons à de grandes familles de musiciens. Je vais jouer aussi avec mon neveu Richal qui a 8 ans, qui aussi joue de la flûte bansuri. Nous sommes très contents de jouer ce soir pour vous. Merci. Bonjour. Les rencontres internationales de la guitare d'Antony ont été malheureusement reportées cette année à cause de la situation sanitaire. Et nous avons décidé néanmoins de maintenir la conférence initialement prévue sur la musique indienne. Celle-ci va vous être présentée par Julien Jugan, que je vais me permettre de tutoyer tout au long de celle-ci, car nous nous connaissons depuis quelques mois. Je laisse la parole à Julien. Merci Gérard, je suis ravi de pouvoir vous proposer cette conférence, vous présenter cette conférence aujourd'hui, avec un petit regret bien évidemment, c'est de ne pouvoir être avec les musiciens tous ensemble ici. Rishabh Prasanna et Aman Ali, que vous allez voir aussi tout au long de cette conférence, sont actuellement à Delhi. Et donc ils nous ont envoyé, nous avons discuté, préparé ensemble tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, et ils ont envoyé des vidéos de leur musique, et Rishabh aussi prendra la parole à plusieurs moments, mais donc voilà, on n'est pas exactement dans le contexte idéal de pouvoir présenter cette musique, la musique hindoustanie, donc tous ensemble aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter tout d'abord, ainsi que présenter les musiciens? Je m'appelle Julien Jugan et je suis ethnomusicologue. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur la musique dont on va parler aujourd'hui, et plus spécifiquement sur la scène musicale, la vie musicale de la ville de Bénarès, qui est une ville qu'on connaît quand même souvent un petit peu en France. C'est un haut lieu saint de l'hindouisme, c'est aussi un grand centre culturel du nord de l'Inde. C'est aussi une grande ville de musique. Donc d'où vient cette musique et à quelle époque est-elle apparue? Cette musique vient de ce que l'on appelle le sous-continent indien, ce qui est un petit peu différent simplement de l'Inde, parce qu'en fait c'est un ensemble de pays dont l'Inde est le plus grand et le plus peuplé, mais qui comprend aussi d'autres grandes zones comme à l'est le Bangladesh, à l'ouest le Pakistan ou au nord le Népal et encore quelques autres pays. Et cette musique, la musique hindoustanie, est une musique qui est jouée dans une grande bande qui compose à peu près tout le nord du sous-continent indien. Et cette musique, donc, elle est apparue à une période qui n'est pas toujours facile à dater précisément. On a déjà, dans cette région du monde, on a des traces très anciennes de pratiques de la musique, évidemment. On a aussi des textes qui datent même du tout début de l'ère chrétienne, voire d'avant le début de l'ère chrétienne, qui attestent aussi de pratiques musicales et de concepts, de notions musicales qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais par contre, la musique que l'on entend aujourd'hui, on peut la dater au plus tôt, à la fin du XVe siècle, pour une partie de ce qu'on entend aujourd'hui. Et évidemment, cette musique a beaucoup évolué avec le temps. C'est une musique de tradition orale, même s'il y a on peut écrire des choses sur cette musique, il y a des textes sur cette musique, mais on la transmet de manière orale. Et comme toute musique de tradition orale, elle a évolué au fil des années, des décennies, des générations. Et c'est aussi une musique qui est le produit de beaucoup de circulation de population, de beaucoup d'influences de différentes régions du monde. Le sous-continent indien est une région qui a vu beaucoup de mouvements de population dans les derniers siècles, et même tout au long de son histoire. Et cette musique, c'est vraiment aussi le produit de toutes ces influences, de toutes ces circulations. Donc cette musique hindoustanie, c'est vraiment un ensemble de répertoires qui sont issus d'un milieu particulier, celui des cours princières, des cours royales, des salons de courtisanes, et aussi de certains lieux de culte. Et pour le coup, un peu le contexte idéal et historique de cette musique, c'est celle du salon de musique.
qui est vraiment celui d'une proximité entre les auditeurs et les musiciens, d'une proximité physique, on est souvent assis au sol assez proche, et aussi d'une interaction, même pendant la musique, on n'est pas du tout dans un silence religieux comme on peut trouver aujourd'hui dans les grandes salles de concert en Europe, mais on marque son appréciation, on échange, on hoche la tête, on peut commenter, et tout cela va aussi contribuer au fait que les musiciens vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc ces musiciens, historiquement, ce sont des courtisanes, et ce sont aussi des castes hindous et des communautés musulmanes de spécialistes de la musique, en fait. C'est-à-dire que dans le sous-continent indien, les castes hindous et les communautés musulmanes sont le plus souvent ce qu'on appelle endogames, c'est-à-dire qu'on vit et qu'on se marie à l'intérieur de ce groupe. Et on a aussi une activité professionnelle, ou plusieurs activités professionnelles qui sont liées à notre appartenance à ce groupe. Et donc il y a certaines de ces castes et de ces communautés qui sont liées à des pratiques musicales. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas musicien en général. Quand on est dans une caste qui pratique la musique, on va pratiquer des répertoires spécifiques. Et certaines castes et certaines communautés vont pratiquer ce qu'on appelle la musique hindoustanie, ce qu'on va écouter là. Et tout cela a un peu changé à partir du milieu du 19e siècle. Il faut voir que l'Inde change beaucoup. Il y a un mouvement nationaliste, il y a des mouvements indépendantistes qui vont évidemment ne pas laisser la musique complètement hors de ce tableau-là. Et la musique hindoustanie va progressivement se transformer, va basculer dans un cadre qui va passer un peu du salon de musique à un cadre de concert qui nous est plus familier. En tout cas, ça va vivre en parallèle, le salon de musique et le cadre de concert. Le cadre de transmission va être aussi un petit peu différent. On va créer des écoles, on va créer des universités où on enseigne la musique. Et on va avoir des nouveaux musiciens professionnels qui vont arriver, qui sont issus de milieux sociaux assez différents, de milieux de castes hindous plutôt aisées, plutôt urbaines, qui vont pratiquer beaucoup cette musique en amateur, mais aussi avec une visée professionnelle. Et aujourd'hui, c'est une part importante des musiciens qui pratiquent cette musique. Et quelle est la place justement de cette musique actuellement en Inde? Alors, aujourd'hui, cette musique, elle est considérée, elle est même nommée comme une musique classique. Il y a deux musiques classiques en Inde, la musique classique de l'Inde du Nord et celle de l'Inde du Sud. Et donc la musique hindoustanie, c'est aussi ce qu'on appelle la musique classique de l'Inde du Nord. Et comme la plupart, ou même toutes les musiques classiques, elle est donc reconnue comme telle par l'État ou par les États du sous-continent indien. Et donc elle fait l'objet d'institutions pour sa transmission, pour sa diffusion, pour le soutien aux musiciens, pour décerner des prix, pour tout un tas de choses. Et c'est aussi une musique, donc maintenant pleinement une musique de concert et de festival, avec souvent des scènes amplifiées, des scènes bien séparées du public. On trouve encore des salons de musique, mais les choses ont quand même beaucoup changé. Et ce qu'il est important de voir, c'est que c'est une musique aussi qui est jouée maintenant à travers le monde entier. Et alors c'est quelque chose qui existait depuis le début du XXe siècle, mais de manière extrêmement ponctuelle. Mais le grand déclencheur, ça a été les tournées de Ravi Shankar, le célèbre joueur de sitar dans les années 60, qui a entre autres s'est produit avec le percussionniste Al Araka dans les festivals du mouvement hippie de la côte californienne, qui a interagi, un peu formé George Harrison des Beatles au sitar. Et donc tout ça a créé un peu une espèce de mythologie autour de cette musique qui l'a rendue extrêmement célèbre et attirante à partir des années 60 dans toute l'Europe et aussi en Amérique du Nord, et qui fait aussi que maintenant cette musique est jouée dans de nombreux pays par des musiciens d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi par des musiciens indiens qui font des tournées, qui sont installés dans ces pays, etc. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les instruments et leur rôle justement dans cette musique? Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment deux rôles spécifiques. D'abord, la musique hindoustanie, c'est pas quelque chose qui joue en orchestre, on va jouer ça en petite formation, on va avoir entre 2 et 5-6 musiciens grand maximum. Et on a deux rôles principaux, celui de soliste et celui d'accompagnateur. Les solistes vont soit être des chanteuses ou chanteurs, ou des instrumentistes mélodiques. Ici, avec les musiciens avec qui nous faisons cette conférence, il va s'agir de la flûte bansuri, donc de cette flûte traversière en bambou, mais on a également le sitar, donc joué Ravi Shankar qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a toute une myriade d'autres instruments à cordes et à vent qui vont pouvoir occuper ce rôle.
Ensuite, on a le rôle d'accompagnateur qui va être d'abord et systématiquement un percussionniste. Il y a au moins un percussionniste. Et le plus souvent, il va jouer le tabla, dont on va parler un petit peu après. Et il y a un autre rôle d'accompagnateur qui est celui d'instrumentiste mélodique. Et c'est uniquement un rôle que l'on va avoir quand on accompagne le chant. Il n'y a pas d'accompagnateur mélodique pour un instrument comme la flûte, par exemple. Mais par contre, s'il y a une chanteuse ou un chanteur, il y aura toujours un instrument qui va l'accompagner, qui va être soit la sarangi, c'est une vielle à cordes frottées, qui a un son très beau et très proche de la voix humaine, ou alors on a l'harmonium, qui est un des rares instruments dans ce répertoire qui vient directement d'Europe, qui est une forme de petit clavier à soufflet, qui est un lointain cousin de l'orgue, qui était aussi vu comme une version miniature de l'orgue, et qui a été amené par les colons et les missionnaires au XIXe siècle et qui est utilisé en complément ou en remplacement de la vielle dont je parlais, la sarangi. Et donc, le soliste va avoir un rôle de choisir le répertoire. Il va mener la danse, vraiment. C'est une musique qui est quand même assez libre et dans laquelle il va proposer des choses, il va poser lui-même le tempo, il va lui-même aussi marquer les moments d'accélération, il va parfois donner la parole aux accompagnateurs pour qu'ils prennent le premier plan. Et c'est aussi lui qui va décider, alors il le verbalise pas, mais il le fait pendant la musique, pendant le concert, il va décider du moment où ça se termine et de comment ça va se terminer. Et l'accompagnateur, donc lui, il va proposer un soutien. S'il est percussionniste, ça va être le cadre rythmique qu'il va marquer. Il va ensuite parfois répondre au soliste, parfois il va prendre la parole quand on lui aura donné. Et donc il va être dans ce rôle-là. Et l'accompagnateur mélodique, pour le chant, il a un rôle très spécifique qui est assez fascinant. Il a celui d'imiter la voix du chanteur, ce que fait le chanteur. Et comme c'est une musique très improvisée, c'est-à-dire qu'il va devoir, au fur et à mesure de l'improvisation du chanteur, courir un peu derrière lui avec son instrument pour doubler au plus près ce qu'il fait. Parfois, il pourra répondre aussi et prendre la parole, mais la plupart du temps, il sera dans ce rôle d'imitation improvisée. Ça s'appelle bansuri. Bansuri, c'est une flûte traversière faite en bambou avec 6 trous ici et on souffle là, ici. C'est un instrument, il est très très connu en Inde. Il est très apprécié car il est associé à la divinité de Krishna, le joueur de flûte. Et le tabla, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cet instrument qui est relativement connu en France? Tout à fait. Avec le sitar, c'est vraiment l'instrument indien le plus connu. Alors, le tabla, c'est une double percussion, donc qu'on joue aux mains. Donc, chaque percussion est jouée par une des deux mains. Et c'est une percussion qui est très répandue en Inde dans plein de musiques différentes, de la musique de film, la musique pop indienne, jusqu'à la musique hindoustanie. Et c'est une percussion qui a une spécificité. Alors, c'est pas la seule en Inde et ni dans le monde, mais c'est quand même assez rare, on va dire. C'est une percussion qui s'accorde, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une note, une hauteur centrale, et on va l'accorder sur la note principale que choisit le chanteur, suivant la tessiture de sa voix, ou la note principale de l'instrument. Donc là, par exemple, pour la flûte, ça va dépendre de la taille de la flûte qu'a choisi Richab. On peut jouer des bandes souris de taille différentes. Et donc la note principale de cette flûte va être aussi la note sur laquelle le tabliste va s'accorder. Alors, donc, comme on vient de parler pas mal du tabla et du rôle du percussionniste en tant qu'accompagnateur, je pense que c'est intéressant d'écouter un moment où il va prendre la parole, justement, dans la musique que nous ont envoyée Aman et Richab. Il y a un moment où Richab va faire un petit signe à Aman, va jouer un petit bout de la composition, on parlera de la composition après, mais en boucle, et donc ça va lui donner en fait un support au percussionniste pour déployer son improvisation, un passage soliste. Donc je vous propose qu'on l'écoute maintenant. Alors donc ces passages, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être soit complètement improvisé, soit ça peut être des compositions rythmiques qui vont être jouées et variées et conclues
à la place d'une improvisation en fait. Les deux sont possibles. Et alors, j'ai eu l'impression en écoutant donc ces extraits qu'il y avait un tapis sonore en permanence tout au long des morceaux. Tout à fait. Et quel est son rôle ou son... Alors c'est vraiment l'identité forte dans la musique hindoustanie, c'est une espèce de ce qu'on appelle un bourdon, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de notes, un nuage de notes qui va résonner en permanence et qui est joué, qui est assuré par l'instrument qu'on voit au centre de l'image, qui est joué par le jeune Rishal Prasanna. C'est ce qu'on appelle une tampura, c'est un luth dont on va simplement effleurer les cordes tout doucement et qui vont se mettre à vibrer de manière extrêmement appuyée et qui vont donc donner aux musiciens la base à partir de laquelle ils vont pouvoir déployer leur musique. Et c'est quelque chose que l'on va entendre dans un concert de musique hindoustanie du début à la fin. Ça peut être assuré par ce luth qui a des tailles variables, il peut y en avoir deux grands, c'est souvent les disciples des musiciens qui jouent derrière cet instrument. Et on a aussi maintenant des versions électriques ou électroniques, des petites boîtes qui font ce son-là aussi pour renforcer encore cette présence. Ça peut être extrêmement fort dans la musique et c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de cette musique. Et peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la structure de cette musique, comment elle fonctionne? Car pour un Européen, c'est pas tout à fait évident, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grands principes dans la musique hindoustanie. Alors, ils sont partagés avec d'autres musiques indiennes, mais en tout cas, ils sont très importants dans la musique hindoustanie. D'un côté, le raga, et de l'autre côté, le tala. Alors qu'on prononce rag et tal en Inde. Donc, en premier, le raga, c'est, on va dire, le cadre mélodique. C'est l'espace des possibles mélodiques. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut appeler parmi les musiciens en Europe, en Occident, le mode ou une pensée de la modalité. En fait, comment on peut définir ça très simplement? C'est en fait tout simplement une suite de notes qui va monter et qui va descendre, et qui ne va pas forcément être la même en montant et en descendant. Ça va être une hiérarchie entre ces notes. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Ça va être aussi des façons de jouer ces notes, souvent des petits motifs mélodiques, un petit bout de mélodie, c'est-à-dire 2-3 notes à la suite, qui vont souvent être une façon de vraiment donner sa personnalité au raga. On a plein de ragas qui sont joués en musique hindoustanie. Il y a certains ragas qui ont exactement les mêmes suites de notes. Par contre, ces petits motifs mélodiques, ces petits bouts de mélodie, eux, ils vont être typiques et souvent, c'est comme ça qu'on va pouvoir différencier vraiment quel raga est joué précisément. Et enfin, quelque chose d'encore plus subtil, c'est un ensemble de sentiments et d'émotions qui sont associés à chaque raga. Alors, les musiciens et les publics ne sont pas toujours d'accord pour exactement associer de manière systématique telle émotion à tel raga, mais l'idée vraiment, c'est que le raga, ce qui veut dire rang, c'est de la couleur, c'est ce qui colore l'esprit, le raga, c'est quelque chose qui va générer une émotion chez le musicien et que le musicien va transmettre à l'auditeur. Et donc, il y a des émotions qui sont liées à tout cela. Et aussi, en Inde du Nord, quelque chose d'assez spécifique, c'est qu'un raga, c'est associé à un moment de la journée. Donc si on le joue de manière un petit peu, on va dire, traditionnelle, historique, on va décider, ce qu'on fait encore maintenant, on va jouer, suivant le moment du concert ou le moment de la pratique chez soi, on va jouer tel type de raga, parce que ça sera le raga de l'après-midi, parce qu'on est l'après-midi. Il y a des ragas du soir, de la nuit, il y a des ragas de toutes les heures. Et aussi, une partie de ces ragas sont liés à des saisons, en particulier la saison des pluies et le printemps. Et en quoi consiste le fait d'exposer un raga? Alors, exposer un raga, c'est vraiment le cœur de la musique hindoustanie. Ça va consister à générer l'émotion qui est dans ce raga et de la partager avec le public. Et donc, de manière très pragmatique, le soliste va, dans un premier temps, sans percussion, sans cadre rythmique rigide, il va présenter ce raga en partant du grave jusqu'à l'aigu, et en présentant chaque note. Alors il ne va pas les présenter les unes après les autres de manière fixe, il va tourner autour, il va chercher toutes les façons de les approcher, et il va monter petit à petit dans l'aigu, puis il va redescendre dans le grave, et ensuite il va recommencer en intégrant des nouvelles techniques, un peu plus de virtuosité, petit à petit il va y avoir un battement, une pulsation qui va apparaître, et au bout d'un moment on va passer à une autre séquence qui va être celle-ci avec la percussion, et on va basculer sur autre chose. Et donc toute cette partie-là qui est très importante, qui peut durer quelques dizaines de secondes comme elle peut durer des heures, c'est quelque chose qui peut être vraiment géré de manière par le musicien dans des formats très différents, ça s'appelle l'alap. Parfois on le traduit par prélude, mais c'est peut-être un peu réducteur parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans la musique hindoustanie. Et donc
Rishab va vous dire quelques petits mots sur le raga qui a été choisi aujourd'hui, qui s'appelle le Rag Yaman. Et il va jouer au début de cette vidéo, il va jouer, vous allez voir, la suite de notes en montant et en descendant. Il va le faire de manière très claire. Ce n'est pas ce qu'on fait normalement dans un concert, mais l'idée était de pouvoir présenter aux auditeurs de cette vidéo quelque chose de plus limpide possible pour comprendre à partir de quelles notes il va pouvoir déployer et exposer ce raga. Rag Yaman, c'est un raga de soir. En général, dans ma famille, quand on commence par apprendre de la musique hindustanie, on commence avec cette raga. Et après la lape, que se passe-t-il? Alors après la lape, il faut savoir que la lape ayant été quelque chose de très improvisé, même s'il y a des règles, même s'il y a un peu une feuille de route, mais avec laquelle on a beaucoup de liberté, la partie qui va suivre va donc voir l'arrivée du percussionniste, et dans ce cadre rythmique qu'il va proposer, va aussi arriver les premières parties composées. Alors les parties composées dans la musique hindustanie, ça ne représente pas quelque chose de très long par rapport à un concert, mais ce sont des parties très importantes, ce qu'on appelle donc les compositions. Alors, juste peut-être quelques mots sur le cadre rythmique. Donc, c'est la deuxième notion. On a parlé du raga, je ne vous ai pas encore parlé du tala. Le tala, c'est grosso modo le cycle rythmique, c'est le cadre temporel que le percussionniste va marquer, va poser. Un cadre temporel sur lequel on va fixer des compositions. Donc ce cadre temporel, c'est en fait, comme tout cycle rythmique, c'est une suite de pulsations, une suite de temps, et qui va tourner en boucle. Et cette suite de temps, on va parfois regrouper, enfin là, en musique hindustanie on le fait, on regroupe ces temps en plusieurs sections. Et pour marquer et pour reconnaître ce cycle rythmique, le percussionniste va jouer une formule au tabla, et chaque cycle rythmique a une formule spécifique. On a parfois plusieurs cycles rythmiques qui ont le même nombre de temps, mais qui vont être caractérisés par des formules différentes. Et cette formule, c'est une espèce de squelette rythmique, et lui, il va varier, il va enrichir cette formule, il va jouer avec, et puis aussi, il va à des moments prendre la parole de manière un peu plus importante. Donc, dans cet extrait de musique, Aman Ali va accompagner la composition proposée par Rishab sur un cycle Tintal. C'est un des cycles les plus courants en musique hindustanie, c'est un cycle de 16 temps. Et je vous propose là d'écouter quelques boucles de ce cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, da, din, din, da, da, din, din, da, da, tin, tin, ta, ta, din, din, da, da. Un, 5, 6, 9, 13, 16, 1. बन में मुरलिया रास रचाय गोपियान संग रास रचाय गोपियान. Donc là, dans l'extrait vidéo, je me suis permis au-dessus de réciter les syllabes qui correspondent les onomatopées qui correspondent à la formule rythmique, le squelette rythmique du cycle. Et on voit que je récitais quelque chose qui n'était pas exactement ce que faisait le tabliste, ça ne correspondait pas exactement, justement parce qu'il est tout le temps en train de varier, de tourner autour de cette formule. On joue très rarement de manière littérale ce squelette rythmique pour marquer le temps.
Et dans cet extrait, le flûtiste chante également. Oui, alors ça c'est quelque chose de spécifique. Alors c'est aussi un choix qu'on a fait ensemble avec Rishab parce que l'idée était de montrer que certaines compositions, parce que c'est bien une composition qu'il chante et ensuite qu'il joue aussitôt à la flûte, la même chose. Certaines compositions sont des compositions reposant sur des poèmes lyriques mis en musique et qu'on peut jouer ces compositions aussi bien à l'instrument qu'on peut les chanter. Et en fait, dans un concert, il n'aurait probablement pas chanté la composition, il l'aurait simplement joué. Mais on voulait montrer ici que c'est quelque chose d'extrêmement lié pour le coup. Alors, les compositions, justement, elles peuvent être aussi purement instrumentales. Et ces compositions, en fait, ce sont des assez courtes mélodies qui sont donc liées à un cycle rythmique spécifique et qui vont être souvent en 2 parties. Et on va avoir 2 phrases par partie, grosso modo. Et la toute première phrase, la première phrase de la première partie, on va l'utiliser un peu comme un refrain. Vous allez le voir là dans la musique de Rishab et d'Aman. La première phrase qui est chantée et qui est jouée à la flûte, elle va être reprise à plein de moments. On va s'en servir comme d'un retour quand on présente les autres parties de la composition, les autres phrases. On va revenir à celle-là très régulièrement. Et aussi quand on va se mettre à improviser derrière, parce que c'est l'essentiel de ce qui va se passer après, ce sont des grandes improvisations. On va revenir à cette phrase un peu comme un ancrage, comme un repère qui va nous ramener donc à un endroit spécifique du cycle rythmique. Alors je pense que maintenant Rishab va nous présenter cette composition et on va ensuite l'écouter. On va écouter en fait cette composition dans 2 extraits différents de la vidéo parce qu'une composition on ne la joue pas en musique hindustanie de manière continue, on ne va pas la jouer du début à la fin, on va jouer une première phrase, puis la deuxième et on va revenir sur la première, puis on va improviser, et plus tard, on va présenter la deuxième partie. Donc c'est quelque chose d'un peu plus dispersé, en fait, dans la musique. Donc on va écouter ces différents extraits, après que Rishab nous ait parlé de cette composition. Cette composition a été composée par mon grand-père sur le thème de Krishna, qui joue de la flûte bansuri dans la forêt. Il était très, très inspiré par cette image. श्याम बजाए वन में मुरलिया श्याम बजाए Ça, c'est la première phrase. वन में मुरलिया श्याम बजाए On la répète, वन में मुरलिया puis à la flûte. Ça, c'est la deuxième phrase à la flûte, directement. श्याम बजाए वन में मुरलिया रास रचाए गोपियान संग रास रचाए गोपियान संग श्याम बजाए. Donc voilà, Rishab ici, quand il a repris la voix, il a chanté à nouveau la première phrase. Et il a ensuite chanté la deuxième phrase de cette première partie. Et ensuite, il a conclu. C'est vraiment cet usage de refrain de la première phrase. Il a conclu avec la première phrase avant de reprendre la flûte. पशु पक्षी धुन सुने नाचत गावे पशु पक्षी धुन सुने नाचत गावे रघु रंग Deuxième भोला phrase. संग मुस्कावे श्याम बजाए Et on revient à la toute première phrase. वन में मुरलिया. Donc là, Rishab a d'abord chanté la première phrase de la deuxième partie. La deuxième partie toujours dans un registre plus aigu que la première partie d'une composition. Et ensuite, il a enchaîné directement avec la deuxième phrase de cette deuxième partie, la fin. Et pour conclure, à nouveau, il est revenu sur la première phrase de la première partie, vraiment en l'usant comme une espèce de refrain ou d'ancrage. Et ensuite, il reprend la flûte pour improviser. Julien, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la signification des paroles ?
Alors, dans ce texte précis, c'est un poème lyrique qui décrit le dieu Krishna. Alors, Krishna, c'est un des dieux extrêmement révérés en Inde. C'est souvent considéré comme le dieu de l'amour, et c'est aussi un dieu flûtiste, donc c'est aussi qui joue justement cette bande-souris que joue Rishabh. Et donc, ça décrit Krishna dans la nature, dans un pays, dans une zone d'ailleurs qui existe vraiment en Inde qu'on appelle le pays Braj, où il joue de la flûte et il séduit à la fois les bouvières. Il y a plein d'histoires amoureuses de séduction avec les bouvières, et il séduit la nature, tous les animaux, et même les dieux sont conquis, même les autres dieux du Panthéon sont conquis. Donc c'est le texte grosso modo qu'a chanté Rishabh, et ça fait partie des différentes thématiques qu'on peut retrouver dans la musique hindoustanie, dans la musique vocale. On va trouver des thématiques très religieuses, on va trouver des thématiques de description de la nature, on va trouver des thématiques aussi, il y a beaucoup de chants, alors qu'on chante moins peut-être aujourd'hui, mais de louanges au patron, c'est-à-dire au prince ou au roi qui employait les musiciens, des thématiques d'amour terrestre, d'amour divin. Voilà, il y a beaucoup de choses différentes dans ces répertoires. Et que se passe-t-il une fois que la composition a été jouée? Alors cette composition, elle va vraiment servir c'est un moment important, mais c'est aussi un moment ça a une base, un ancrage sur tout ce qui va suivre, c'est-à-dire énormément d'improvisation. C'est-à-dire qu'on va continuer toujours à exposer ce raga, on expose tout du long le raga, et cette fois-ci, donc dans ce cadre rythmique du cycle, et avec cette composition comme ancrage. Et donc on va redéployer le raga par des improvisations qui vont être de plus en plus virtuoses, on introduit petit à petit des techniques de plus en plus brillante, éclatante, et aussi on va le voir à différents moments dans cette vidéo, c'est le flûtiste, enfin, c'est le soliste ici, le flûtiste Rishabh, qui va faire monter le tempo petit à petit, donc il y a une progression. Et à un moment dans cette vidéo aussi, on va basculer sur une autre composition. On présente souvent entre 1 et 3 compositions comme ça dans une pièce, et dans le même raga, ça peut être dans un cycle rythmique différent, mais ça va toujours être plus rapide, d'un tempo plus rapide, parce qu'on va ne faire que monter en intensité. Et donc là, il y a une autre composition dans le même cycle rythmique, ce qui est assez classique, on reste souvent en 16 temps à la fin, en cycle Tintal, et on va aller de plus en plus vite, jusqu'à une séquence conclusive. Alors, on peut conclure à la fin de cette composition, on peut rajouter une dernière séquence, qui est le cas ici, une séquence qui n'est pas une composition, mais plutôt une espèce de jeu rythmique, quelque chose d'extrêmement virtuose qui s'appelle le jala, et que l'on va terminer par un mot de conclusion. Et ce mot de conclusion, on appelle ça une tihai, c'est une petite formule rythmique qu'on va répéter 3 fois. Et à la 3e répétition, ça va nous ramener au premier temps du cycle, et on va terminer ainsi le morceau, l'exposition du raga. Alors cette petite formule rythmique, on l'aura entendue à d'autres endroits, elle est très souvent jouée aussi pour clore une séquence d'improvisation. Et elle va ramener soit au premier cycle du temps, soit au premier temps de la composition, parce que la composition ne démarre pas toujours sur le premier temps, sinon ça serait un peu trop facile. Donc voilà, cette petite formule, cette petite TI qu'on va écouter sur la fin là, c'est quelque chose où vous en verrez plein d'autres différents. En fait, c'est simplement un principe de répétition. Il faut prendre une petite formule, elle peut varier, et on la répète 3 fois, et elle nous permet d'arriver à un moment précis. Ça donne lieu aussi à des calculs mathématiques pendant les improvisations assez extraordinaires, parce qu'il y a aussi des TI très compliquées, très longues. Voilà, il y a plein de façons de faire.
c'était les quelques éléments avec Richab et avec Aman que nous voulions vous transmettre aujourd'hui pour essayer de mieux saisir cette musique, qui est une musique connue à nos oreilles, mais pas toujours facile à saisir et à savourer dans tout ce qu'elle a de subtilité. Alors c'est un premier pas, mais je pense qu'il y a tout un monde à découvrir derrière, et j'espère que ça donnera envie aussi de venir l'écouter sur scène dès que ça sera possible. Eh bien, merci beaucoup, Julien, et nous espérons vous retrouver très nombreux lors des rencontres internationales de la guitare d'Antony 2022. श्याम बजाए बन में मुरलिया 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 रास रचाए गोपियान संग रास रचाए गोपियान संग श्याम बजाए पशु पक्षी धुन सुने नाचत गावे पशु पक्षी धुन सुने नाचत गावे रघुरंग भोला संग मुस्कावे श्याम बजाए बन में मुरलिया